Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Merci de nous regarder à travers le monde sur notre chaîne de télévision. Vous avez accès à cette émission tous les soirs à 22h40. Vous la voyez à l'écran. Notre invitée, Madame Yansane Fatou Baldé, elle est présidente de la COFEL, mais aussi vice-présidente du Conseil national des organisations de la société civile. Avec elle, à présent, on va évoquer la marche sociopolitique de notre pays. Madame Yansane Fatou Baldé, bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Je veux d'abord l'interpeller sur un tout autre sujet. La COFEL, son ONG, intervient dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de la santé. Oui. Alors, l'information, vous l'avez appris certainement, la Guinée serait sonnée de rembourser un montant de 4,5 millions de dollars dans le cadre donc de cet incendie qui s'était produit du côté de la pharmacie centrale de Guinée. Qu'est-ce que vous en savez, Madame Fatou Baldé? Oui, il faut d'abord que je vous explique que la COFEL est porteuse de projets observatoires citoyens pour l'accès aux services de santé. C'est que cet observatoire est un outil de veille citoyen pour permettre aux usagers des services de santé d'accéder à des soins de qualité et de réduire un peu, comment on appelle, les inégalités d'une zone sanitaire à une autre et de veiller à ce que les soins qui sont gratuits le soient effectivement. Oui. Ensuite, faire un plaidoyer à un niveau élevé pour interpeller sur les dysfonctionnements que nous relevons. Nous couvrons 54 sites de santé à travers le pays. Donc nous avons 54 collecteurs, 9 superviseurs, 2 pour la zone spéciale de Conakry. Vous êtes donc un relais entre ces partenaires? Entre les partenaires, c'est-à-dire le gouvernement et les usagers. Okay. Nous sommes au milieu. Ça veut dire que nous aidons à la prise de décision au niveau des autorités sanitaires en disant que telle chose ne se passe pas comme ça se doit, vous devez changer. Nous sommes également là pour amener les usagers des services de santé à venir vers les établissements de soins et d'être informés de ce qui est gratuit, de ce qui ne l'est pas. Ensuite, au niveau des partenaires, nous leur donnons la bonne information pour orienter les fonds qui sont destinés au secteur de la santé en Guinée. Comme vous le savez, après la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été alloués et des projets qui ont été vraiment déployés sur les pays qui ont été les plus affectés par l'épidémie à virus Ebola. Oui. C'est dans ce cadre que la Guinée a initié donc ce programme de renforcement du système de santé, parce que le constat avait été que c'est pas Ebola qui nous a créé tant de problèmes. C'est la défaillance du système de santé qui nous a anéantis. Ouais. Et il fallait le renforcer. Il faut construire un système de santé résilient. Ouais. À ce titre, donc, il y avait l'observatoire qui avait existé entre 2014 et 2017, mais qui n'a pas pu travailler sur le terrain compte tenu de la situation sanitaire. Mais encore plus, l'organisation porteuse à l'époque du projet n'a réussi qu'à ramener le système de santé à l'accès aux ARV. Or, nous sommes tous demandeurs de services de santé. Mais les PV-VIH ne sont que 1,08%. Donc on ne peut pas confier la santé de tout le monde au PV-VIH pour que ceci réduise l'accès aux soins à avoir son comprimé d'ARV par jour. Ce n'était pas normal. Expertise France a dit qu'il ne voulait plus travailler avec cette organisation. D'ailleurs, on excluait la Guinée du processus. On gardait les autres pays, notamment le Niger et le Burkina. Voilà comment nous avons été consultés, compte tenu, vous avez tous été témoins ici, vous nous avez appuyés quand on était sur le terrain dans la riposte Ebola. Oui. On a dit qu'on voulait une organisation de préférence féminine, mais qui est qui a de l'expérience dans le domaine de la santé communautaire. Voilà comment le comité de pilotage d'expertise France a retenu la COFEL pour porter le projet de l'observatoire. Les grandes gueules. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que les ARV sont donnés par le Fonds mondial. Le Fonds mondial a été créé dans le début des années 2000 à cause du plaidoyer
des organisations de la société civile pour que les pays riches mettent de l'argent dans le traitement contre le VIH, et d'autres pathologies sont venues après. La tuberculose, qui est intimement liée au VIH parce qu'il y a beaucoup de co-infections, et le paludisme, qui est la première cause de mortalité en Afrique au sud du Sahara. Ouais. Donc voilà comment le Fonds mondial est venu. Et le premier contributeur, c'est les États-Unis d'Amérique. Le deuxième contributeur, c'est la France. Mais la France a décidé de prélever 5% de ce qu'elle octroie au Fonds mondial pour mettre de côté afin de renforcer le système des pays francophones. Ouais. C'est ce qu'on appelle Initiative 5% et qui est gérée par Expertise France. Expertise France, c'est cette organisation qui gère tous les gros projets de développement que la France octroie aux pays du Sud. Okay. Donc nous avons été retenus et on a commencé le travail, donc l'observation et tout. Et comme vous le savez, il y a 1 an, la pharmacie centrale a brûlé là où il y avait les dépôts des ARV. Ensuite, une partie de l'insuline infantile, l'insuline pédiatrique avait brûlé. Mais ce qui s'est passé, c'était des produits qui n'étaient pas loin de leur date de péremption. Il arrive qu'on redéploie des ARV d'un pays à un autre lorsqu'il y a des ruptures et qu'il faut envoyer un stock d'urgence. Acheter, acheminer, prendre du temps. On peut voir là où il y a un surplus de stock. On prend, on déploie à tel endroit pour régler l'urgence. Même en Guinée ici, vous pouvez trouver des centres qui sont en rupture, d'autres sont en surplus. On récupère, on fait cette gymnastique-là pour permettre aux malades de poursuivre leur traitement. Effectivement. Donc, les ARV là devaient être redéployés dans l'information que nous avons eue de l'agence ONU-SIDA, qui est le groupe du système des Nations Unies de la riposte contre le VIH, pour dire qu'on devait redéployer ces produits-là en RD Congo. Pendant qu'on était en train donc de finaliser, parce que la RD Congo est un pays très consommateur d'ARV, ils ont un taux de personnes vivant avec le VIH très très élevé. Ouais. Alors, pour la période qui restait pour la péremption de ces médicaments, ils auraient pu être absorbés dans ce pays. Malheureusement, l'incendie s'est déclaré, le dépôt a brûlé. Alors, quand il arrive comme ça, celui qui a donné, il se dit que c'est l'argent de nos contribuables. Nous donnons ils cherchent à comprendre. Ils cherchent à comprendre. Ouais. Ils vont demander de faire des enquêtes. Et de ces enquêtes-là, ils vont juger eux-mêmes du sérieux. S'il arrive que, ça peut arriver aujourd'hui, on a vu la cathédrale, elle a pris feu. Il y a des choses qui arrivent. Ouais. Alors l'enquête va être menée, on saura la source d'incendie est partie d'où. Donc ça fait maintenant plus d'1 année que pour la Guinée, je crois que le Fonds mondial n'a peut-être pas eu de réponse satisfaisante ou de réponse convaincante et a décidé la semaine dernière que la Guinée doit rembourser les 4 500 000 $. Et comment? Si la Guinée achète l'équivalent du stock brûlé et approvisionne les centres de prise en charge, ils considèrent que c'est réglé. Mais que s'ils ne le font pas, la prochaine subvention qui va être allouée à la Guinée, ils vont imputer 9 millions de $, donc le double. Ça va faire qu'on va payer les ARV et on va imputer encore 4 500 000, ça fera 9 millions. Donc voilà la décision qui a été prise par le Fonds mondial. C'est extrêmement grave. Oui, mais qu'est-ce que cela cache? Parce que c'est le sort de nos les malades. Justement, de milliers de Guinéens. Mais qu'est-ce que cela cache? Est-ce que quelque part, dans la tête peut-être de ces organisations, on n'est pas en train de penser peut-être que cet incendie est de source criminelle? Parce qu'il y a eu quand même des suspicions. Parce que le cargo qui devait emporter ces médicaments était sur le tarmac pratiquement à Conakry. Voilà. Et est-ce que c'est parce qu'il y a de la suspicion finalement? Est-ce que cet incendie-là pourrait éventuellement cacher des cas de prévarication? Bon, je ne suis pas dans les secrets du Fonds mondial. Moi, je reçois des informations et c'est-à-dire que tout message qui est adressé au gouvernement, qui est adressé aux partenaires, nous sommes des partenaires du Fonds mondial. Aujourd'hui, nous sommes sous-récipiendaires des subventions du Fonds mondial et à ce titre, on a des exigences de gestion, de tenue, de résultats et de tout un ensemble de choses auxquelles nous devons... Mais si le Fonds mondial met si le Fonds mondial a mis sa menace à exécution, ça présage que ce qui a été donné comme argumentaire n'a pas convaincu. Et vous savez, souvent, il y a des choses qui se font en Guinée, qui se passent. On dit une commission d'enquête est ouverte.
Encore que cette fois-ci, peut-être que ça a au moins abouti, mais que ça n'a pas convaincu. Mais il y a des risques. Vous savez, dans d'autres cas, ça n'aboutit même pas, ça ne finit pas. Bien. Donc voilà. On va à présent s'intéresser à la politique, Jacques, si tu permets. Oui, oui, allez-y. Oui, bien naturellement, on va parler de ça, mais si vous permettez, Boubacar, je voudrais parler des conséquences, parce qu'il y a des risques, bien entendu, parce que même quand les stocks là étaient là, il y a un moment donné, on a parlé des ruptures. Il y a quelques personnes atteintes du VIH qui avaient contacté la presse pour dire comme quoi il y a des centres de santé qui en manquaient. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une rupture beaucoup plus généralisée ou à une échelle beaucoup plus grande? Vous savez, dans les conditions normales, la rupture est due à un problème de dysfonctionnement au niveau de la chaîne d'approvisionnement. À ce niveau, aujourd'hui, je peux vous garantir qu'on a déjà établi la chaîne de responsabilité pour savoir quand il y a rupture, qui est responsable. Avec l'observatoire, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un centre de santé a des problèmes d'ARV au niveau de l'établissement, l'information est remontée directement au niveau central à la COFEL. Et nous nous adressons à l'autorité la plus proche du centre. Ça peut être le directeur préfectoral de la santé, ça peut être le directeur régional, ça peut aller maintenant jusqu'au niveau de la direction nationale de la santé et de la lutte contre les épidémies, ou au niveau des 3 programmes liés aux maladies. Donc quand nous interpellons, en général, les jours qui suivent, on approvisionne. Le problème est réglé. Le problème est réglé. C'est ça aussi l'avantage de l'observatoire. Et là, au bout de chaque trimestre, on produit un rapport. Ce rapport va dire, voilà les dysfonctionnements que nous avons constatés. Ils sont dus à ça et ça et ça. Comme recommandation, voilà comment il faut faire pour régler. Et on a un groupe de champions en plaidoyer composé d'éminents médecins, de personnes ressources, d'anciens fonctionnaires du système des Nations Unies qui ont été à l'OMS, à l'UNICEF, qui sont avec nous et qui connaissent, qui savent comment comment faire porter le plaidoyer à un niveau très élevé pour qu'on puisse aller vers le renforcement du système de santé. Bien. Notre invité ce mardi, Madame Yansane Fatou Baldé, présidente de la COFEL et vice-présidente du CNOX. On continue l'émission. Alors, Madame Yansane, on vous envoie sur le terrain politique. Avant de parler du 3e mandat, il y a les communales. On vient de finir avec les communales sur papier, mais encore il y a beaucoup de problèmes. Les maires sont installés, mais du côté des élus à la base, il y a encore des petits problèmes. Dites-nous, quelle est votre lecture aujourd'hui sur le fait que, quand on se base sur les dernières élections, que la Guinée ne puisse pas encore normalement organiser les élections et qu'on se retrouve après dans de telles situations comme ce qu'on a connu en Guinée? Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cela? Vous savez, les élections relèvent d'une volonté politique de mettre en place des organes de gestion des élections compétents et intègres pour donner des élections acceptées par toute la population. On a fait des élections le 4 février 2018. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fini le processus. On a vu des pays sortant de guerre comme la Sierra Leone, comme le Libéria, organiser des élections sans tintamarre. On a vu même des pays qui sont en guerre organiser des élections comme le Mali et finir avec. On a vu des pays dont on n'imaginait même pas pouvoir faire une élection propre. La Gambie, une petite CENI, un petit pays comme ça, que la Guinée dépasse à tout point de vue, mais ils ont quand même pu faire et terminer avec. Ouais. Donc chez nous ici, ce ne sont pas des élections, on fait, c'est des sélections. Le peuple vote, ensuite on passe par des chemins détournés pour faire ce les grandes gueules. Faire ce qu'on veut du résultat des populations. Ouais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le seul retard qu'on peut expliquer dans la mise en place des quartiers et autres, c'est de pouvoir encore créer d'autres problèmes auxquels on va s'acharner pour qu'ils viennent encore avec d'autres nouvelles formules, d'autres nouveaux comment on appelle, systèmes pour nous amener à quelque chose qui ne soit ni légitime, ni légal, et qui ne sera de toute façon pas accepté. Ça va créer d'autres crises. Alors, vous êtes aussi membre du Conseil national des organisations de la société civile. Où, nous apprenons que normalement, dans les prochaines semaines, ce conseil doit, le plus grand, je pense, doit organiser le renouvellement de ces instances, donc le congrès. Mais l'information qui nous parvient est que le CNOX n'a pas le budget pour la tenue de ce congrès. Un budget autour de 300 millions de dollars. Qu'est-ce que 300 millions de francs guinéens. 300 millions de francs guinéens, ma foi.
Alors, qu'est-ce que vous en savez? Deuxième question, on a tous été surpris du non-départ de Dansa Kourouma à la tête de la CENI. La tradition aurait voulu que ce soit lui qui soit porté à la tête de la CENI. Il s'est expliqué sans convaincre beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez des non-dits de cette histoire, Madame Fatou? D'abord sur le Congrès. Bon, toute organisation qui se respecte doit organiser des congrès de façon périodique pour renouveler la confiance des personnes comme on appelle, qui composent l'organisation et mettre en place une nouvelle équipe dirigeante. Ça, c'est normal. On devait faire le congrès depuis, je crois, 2017 ou 2018, mais même en dépassement. Mais vous savez, souvent, il y a des aléas qu'on ne contrôle pas. Oui. C'est arrivé, on est en dépassement. Donc, le renouvellement des instances à la base est en cours. Et c'est quand tout cela est terminé, donc du conseil, du comité de veille, conseil sous-préfectoral, conseil préfectoral, conseil régional, ensuite, ce sont ces grands électeurs qui vont se retrouver pour élire le nouveau bureau du Conseil national. Donc c'est un processus qui est en cours depuis que nos mandats sont expirés, quoi. Vous conviendrez avec nous que ça prend du temps. Pourquoi vous n'arrivez pas, à organiser le congrès? Ça prend du temps parce que le problème qui est là, nous allons nous réunir quelque part, nous sommes plus de 100 et quelques personnes, il faut les héberger, les nourrir et puis... oui, mais attendez. Non, mais attendez. Elle fait dans la langue de bois ce matin, Madame Yassane. Vous saviez que vos mandats arriveraient à échéance. Oui. Ça, et vous connaissez déjà la date. Oui. Pourquoi ne pas vous y être pris assez tôt pour préparer déjà ces échéances-là? Voilà. C'est ça la question. Maintenant, je vous dis, en 2002, lorsque le conseil a été mis en place et qu'on a élu le premier bureau du conseil, en 2007, avec un an de retard, on a organisé le deuxième congrès. Avec un an de retard. À l'époque, on venait de sortir des péripéties de 2007. Nous avions le vent en poupe. Nous avions la confiance des partenaires, la confiance des populations. Dès qu'on a claqué le doigt, on nous a donné de l'argent pour aller faire le congrès, on a fait.